Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Bon là on se retrouve pour faire le débrief de la finale de la Ligue des Champions entre Chelsea et Manchester City. Mais d'abord j'aimerais quand même m'excuser par rapport au fait que ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai eu quelques difficultés à avoir du temps pour pouvoir faire le montage des vidéos et tout. Vous savez c'est des choses qui prennent pas mal de temps. Et vu qu'on a d'autres activités, des fois c'est un peu compliqué de gérer tout ça. Mais quand même je peux vous promettre de travailler davantage sur le timing, d'essayer de me trouver du temps pour pouvoir réaliser mes vidéos. Bon, maintenant on va commencer à parler du match. Ce match bien sûr ne concerne pas le Real Madrid. D'habitude je faisais que des vidéos sur le Real, mais comme je l'avais dit sur ma première vidéo, je pense que je ne ferai pas que des vidéos sur le Real Madrid. Vous savez, je suis un passionné du foot, j'aime le foot et je pense que je vais parler aussi des autres équipes. Aujourd'hui c'est un grand match, c'est une finale de Ligue des Champions, l'un des matchs aussi, ce n'est le match le plus suivi de la saison. Du coup j'ai pensé à faire cette vidéo et à discuter avec vous par rapport au match. On va donc commencer par la compo des deux équipes. Côté Chelsea, on a le 3-5-2 habituel, il n'y a pas eu grande surprise. Au but on aura Edouard Mendy, en défense centrale on a Antonio Rudiger, Thiago Silva, Azpilicueta. La petite surprise c'est la non-titularisation de Christensen. Sur les côtés comme piston on aura Ben Chilwell et Reece James. Au milieu de terrain on retrouve Jorginho, N'Golo Kanté et Mason Mount en milieu offensif. Et en attaque on a Timo Werner et Kai Havertz. Côté City aussi petite surprise avec la titularisation de Raheem Sterling en attaque. Raheem Sterling qui était absent lors des derniers grands matchs de City en Ligue des Champions. D'habitude c'était Bernardo Silva qui jouait dans une position beaucoup plus avancée avec la titularisation de Rodri au milieu de terrain. Donc au but on a Ederson Moraes, John Stone, Ruben Dias à défense centrale, Kyle Walker, Zinchenko sur le côté, préféré à la place de Cancelo. Au milieu de terrain on aura donc Bernardo Silva, Ilkay Gundogan et Kevin De Bruyne. Et en attaque on aura Riyad Mahrez, Phil Foden et Raheem Sterling. Donc de là on pouvait déjà s'attendre à un match très intéressant car la titularisation de Raheem Sterling sur le côté montre que Pep Guardiola voulait avoir plus d'équilibre sur les phases offensives avec notamment de la percussion autant sur le côté gauche que sur le côté droit. Côté Chelsea on savait déjà que ça allait jouer en bloc très resserré mais qu'il allait pas reculer. On savait que Chelsea allait mettre un bloc très haut à cette équipe de Manchester City. Et on sait que c'est deux équipes qui vont jouer avec des défenses très solides qui vont évoluer en bloc. City va beaucoup plus miser sur le côté possession et tout. Chelsea vont jouer plus sur les jeux de transition rapide, ce qui prévoit donc un match très intéressant. Et on n'a pas été déçu car dès l'entame du match on voit donc les deux équipes qui évoluaient dans des blocs très hauts. Chelsea comme Manchester City mettait un pressing très haut et misait beaucoup sur le contre-pressing, ce qui faisait qu'on n'avait pas spécialement une équipe qui jouait en contre car les deux équipes évoluaient en bloc et essayaient de récupérer le ballon dès qu'ils l'auront perdu, ce qui fait que les deux équipes nous ont proposé du très beau spectacle en première mi-temps. Quelques points quand même à soulever. On voit le positionnement de Zinchenko qui était un peu bizarre car sur la feuille de match il était positionné comme latéral gauche, mais on voit que Zinchenko en fait se positionnait souvent entre la première ligne défensive de Chelsea et le second pour essayer de soutenir Gundogan sur les sorties de balles et notamment aussi sur la première relance. Je sens que cette équipe de Chelsea joue avec des lignes très resserrées, ce qui permettait donc à Kevin De Bruyne d'avoir une position beaucoup plus avancée. Mais ceci a été très bien compris aussi par l'équipe de Tuchel. On voit que Jorginho et N'Golo Kanté étaient tout le temps en marquage individuel sur Kevin De Bruyne pour l'empêcher de dynamiter l'attaque et de trouver les ailiers. On sait que Kevin De Bruyne est le cerveau de cette équipe de City, surtout au niveau du milieu de terrain. Du coup pour Chelsea, il fallait à coup sûr le bloquer pour pouvoir empêcher à cette équipe de City de faire leur jeu. Sur les côtés aussi, Raheem Sterling a été un peu décevant en première mi-temps. J'ai trouvé qu'il faisait pas les bons choix, il n'était pas assez percutant. Les rares fois où il a essayé de déborder, il s'est fait repris par la suite. Sans compter que sur certaines phases de jeu, au lieu de prendre la profondeur et d'essayer de prendre son adversaire en 1 contre 1, il a le plus souvent essayé de jouer en retrait, en protégeant le ballon et en jouant dos au but, ce qui facilitait bien sûr la tâche à Reece James. Côté Mahrez, il n'y a pas eu aussi beaucoup de débordements de son côté. Kyle Walker a essayé un tout petit peu de l'aider, mais ça n'a pas marché. Mais il a été quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace que Sterling. Et malheureusement pour eux, De Bruyne a été peu trouvé lors de cette première période. Les rares fois où City a eu des comptes à exploiter, c'était très mal joué. Et ceci a arrangé beaucoup Chelsea, qui était aussi solide défensivement car Rudiger et Thiago Silva, qui est sorti juste avant la mi-temps, ont été très solides. Pour moi, Azpilicueta aussi n'a pas été trop bougé par les attaquants de City. Et on voit quand même qu'il manque un joueur de fixation en attaque parce que Phil Foden a été assez transparent dans ce match. Je ne l'ai pas beaucoup trouvé. Ses appels n'étaient pas bons. À chaque fois qu'il y avait des débordements, il n'y avait pas de solution pour City car on sait que Foden c'est pas un joueur de pointe. Du coup, il faisait pas les appels nécessaires pour déséquilibrer la défense de Chelsea. Eux, de leur côté, j'ai très bien aimé le match de N'Golo Kanté. Encore une fois, il a été archi présent partout sur le terrain, que ce soit en défense comme en attaque. Je l'ai vu faire beaucoup de projections. Je l'ai vu même faire des appels de balles en profondeur sur des longs ballons. Et c'était très intéressant de le voir. Un très intéressant Kai Havertz qui est l'auteur du but. Lui aussi, il a été très mobile sur le terrain. Avec Mount
ils ont beaucoup déstabilisé cette défense de City qui malgré tout est restée solide. Ils ont plusieurs fois combiné pour trouver Timo Werner qui encore une fois a raté le coche pour pas mal de fois. Werner qui n'est visiblement pas en confiance, à part ces quelques appels de balles en profondeur qui a gêné un peu cette défense de City. Il n'a pas fait grand chose là où on l'entendait plus, c'est en attaque. Il a eu pas mal d'occasions qu'il a vendagé. Jorginho aussi, je l'ai trouvé très intéressant à la première relance, de même que l'apport de Chilwell et Reece James sur les côtés. Chelsea aussi en premier mi-temps a beaucoup joué sur des longs ballons en essayant de trouver ses attaquants, mais là aussi le placement des défenseurs de City est à saluer car sur ce premier mi-temps, les joueurs de Chelsea ont pas mal de fois été signalés en position au jeu et ça c'est dû au travail défensif de cette équipe de City qui a monté le bloc et qui a à chaque fois joué le hors-jeu. Comme je disais, c'était deux équipes qui jouaient en bloc très haut, que ce soit City ou Chelsea, et c'est ce qui nous a donné du spectacle car on voit que des deux côtés, il y a eu trop de pertes de balles dans l'entrejeu, ce qui proposait des situations de des 4 contre 3, des 3 contre 4, mais qui étaient souvent mal exploitées. Côté City, on sait qu'il n'y avait pas de point de fixation, mais côté Chelsea, c'était Werner en fait qui était le problème. Chelsea va quand même ouvrir le score par Kai Havertz, et là sur cette action, j'ai pas trop compris ce que faisait John Stones. En fait, il a donné l'impression de sortir sur Mount, mais après il a hésité, laissant derrière lui Timo Werner qui a fait un très bon appel. Du coup, Ruben Dias était obligé de suivre Werner, et ce qui profitait à Havertz qui a demandé entre l'espace entre Zinchenko et ce dernier. Du coup, la défense de City était carrément ouverte. Ederson ne pouvait faire que sortir. Malheureusement, il s'est fait avoir par Kai Havertz qui ouvre le score. Et dès là, on voit une équipe de City qui, pour moi, était en train d'hésiter. En fait, à l'image de leur coach, j'ai vu Guardiola sur le banc. En fait, il a donné l'impression de quelqu'un qui n'était pas serein du tout, qui n'était pas en confiance, qui était un peu inquiet. Et cette équipe de Chelsea qui, malgré tout, continuait à tenir le ballon, à faire son jeu. Parce qu'on voit que des deux côtés, la possession était presque les mêmes. Les deux équipes essayaient de proposer des choses. Pour la deuxième mi-temps, on est un peu parti sur les mêmes bases que la première. Les deux équipes restent sur le dispositif tactique. Chelsea débute la deuxième mi-temps de la même manière qu'ils ont terminé la première. On voit cette équipe de City qui continue de jouer à son jeu, essayant de monopoliser la balle et essayer de trouver Kevin De Bruyne entre les lignes pour pouvoir dynamiter l'attaque. Mais les problèmes demeuraient les mêmes pour City avec un Kevin De Bruyne qui n'arrivait pas à se faire trouver. Et à chaque fois qu'il avait le ballon, les joueurs de Chelsea étaient bien sur lui, que ce soit N'Golo Kanté ou des fois Rudiger qui sortait bien sur lui, ou des fois aussi Jorginho. Sterling a été décevant tout au long du match. Mahrez aussi a été vraiment décevant par rapport aux prestations qu'il nous a sorties contre le PSG, sans compter le fait qu'il n'avait pas de point de fixation, qu'il n'avait pas un attaquant qui faisait les bons appels pour déstabiliser la défense. Côté Chelsea, il reste solide sur la base. Thomas Tuchel a effectué un très bon travail tactique et ce que j'ai aimé le plus chez lui, c'est que tout au long du match, il a été actif contrairement à Pep qui, même avant le but déjà, il n'était pas très en vue sur sa ligne de touche, mais après le but, était complètement désemparé. Et on sait que l'apport d'un coach aussi sur sa ligne est important par rapport aux joueurs. Si on regarde bien, sur la plupart des matchs, l'équipe joue à l'image du coach. Quand on a un coach qui est sur la ligne de but, qui harangue ses trous, qui motive, c'est complètement différent d'avoir un coach qui est plutôt attentif ou qui est plutôt apeuré. Guardiola, pour moi, après le but, mentalement, il a flanché et ça s'est ressenti sur son équipe. L'équipe commençait à douter de lui-même. Après, il y a eu quelques changements côté City avec la sortie de De Bruyne, la rentrée de Gabriel Jesus, quelques minutes plus tard, la rentrée aussi de Fernandinho et la sortie de Bernardo Silva. Et en fin de match, la rentrée de Kun Agüero. Et dès la sortie de De Bruyne aussi, on a vu que l'équipe, pour moi, était beaucoup plus dynamique. Et à ce moment-là, je me suis dit que Guardiola aurait dû peut-être miser sur un schéma tactique pour que Kevin De Bruyne ne serait pas la seule option. Car Chelsea, ils ont dès lors compris que De Bruyne, c'était l'homme à museler. Lorsqu'ils le ont fait, c'est fini. City ne se retrouvait pas. Après la sortie de De Bruyne, moi j'ai vu un Phil Foden qui était très actif. On l'a vu redescendre au milieu de terrain. Il était super actif. Il était très intéressant. Malheureusement, Chelsea avait déjà l'avance et jouait en bloc ultra serré en essayant d'avancer en bloc et de reculer en bloc, ce qui n'a pas facilité la tâche à City. Du coup, à 20 minutes de la fin du match, on voyait que l'équipe de Chelsea, malgré qu'ils menaient au score, ils ne paniquaient pas. Ils étaient sereins, contrairement à cette équipe de City qui commençait à avoir toute la pression sur leur dos et qui commençait à paniquer. On voit que les joueurs perdaient le sang-froid. Sans compter le dispositif tactique qu'a mis Guardiola en faisant entrer Agüero et Gabriel Jesus. City jouait avec 4 attaquants. Chelsea aurait pu même tuer le match car ils ont eu des occasions avec Pulisic et Havertz. Côté Chelsea, on a eu la sortie de Werner qui malgré tout, lui aussi a été très décevant. Mais on ne peut pas nier le fait que sur le plan offensif, il apporte du mouvement. On le voit notamment sur le but de Havertz. C'est lui qui crée l'espace sur le but. Il y a eu aussi l'entrée de Kovacic au milieu de terrain à 10 minutes de la fin. Automatiquement, là, j'ai compris que Thomas Tuchel, en fait, ses idées étaient claires. Il voulait à aucun moment défendre. La rentrée de Kovacic, c'était pour consolider la balle au milieu de terrain. Et on le voit notamment entre la 75e et la 90e minute. Cette équipe de City n'arrivait même plus à sortir. Et Chelsea maîtrisait très bien son sujet. La seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est le fait qu'il rate beaucoup trop d'occasions. Et ça, c'est dangereux car City aurait pu quand même revenir. On a vu à la fin du match une occasion de Mahrez ou encore celui de Phil Foden contré par Rudiger. Mais heureusement, et pour moi, ce qui a fait la différence aussi, c'est au niveau des attaques car Werner, on peut dire tout ce qu'on veut. Il n'était pas bon et tout, mais au moins, il a porté du mouvement en attaque. Je me dis que peut-être Guardiola aussi aurait dû faire la même chose de son côté en essayant de titulariser Gabriel Jesus, qui pour moi est un peu meilleur que Werner.
Du coup, Chelsea donc remporte la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire et c'est vraiment mérité, il faut le dire. C'est vrai que c'est une équipe que je suis pas beaucoup car je suis pas trop la Premier League, mais il faut le dire, les matchs que je les ai regardés en Ligue des Champions, que ce soit en demi-finale ou bien en finale, ils ont été excellents. Et je pense que Thomas Tuchel est l'homme à primer de ce succès. Ses choix tactiques ont été bons, ses dispositifs tactiques ont été excellents. Quand le Real, il a carrément mangé Zidane tactiquement. Aujourd'hui aussi, il a mangé Pep Guardiola. Tuchel qui envoie un message au PSG, il faut le dire, en espérant que ces messages le feront comprendre que le problème n'est pas essentiellement un problème de coach, mais plutôt d'institution. En tout cas, félicitations à Chelsea pour cette belle campagne européenne. Ils ont surpris tout le monde. Je pense que personne n'aurait parié sur eux en début de saison comme vainqueur de la Ligue des Champions. Rapidement, je vais parler de mon top 3 des deux équipes. Côté Chelsea, mes top joueurs seront Kai Havertz. Il a été vraiment excellent. Ses combinaisons avec Mount ont été super. Il a vraiment été le danger en permanence côté Chelsea. C'est lui qui ouvre le score, très mobile. Il a beaucoup bougé. Ensuite, il a joué intelligemment. Mon deuxième top joueur côté Chelsea, je parlerai de Ngolo. Ce qu'il fait sur le terrain est souvent assez sous-coté. On dit que souvent que c'est un joueur qui n'apporte que de l'intensité physique au milieu de terrain. Mais ce qu'il apporte sur le terrain, mais vraiment c'est fabuleux. Ceux qui le suivent bien, ils savent que Ngolo, que ça soit ses positionnements, ses déplacements, sa façon de défendre, sa façon d'attaquer, mais il est tout simplement précieux pour cette équipe de Chelsea. Si on regarde bien durant tout au long du match, il a joué comme un milieu box-to-box et cela ne l'a pas empêché d'apporter de l'intensité physique au milieu de terrain et d'être souvent sur le marquage de Kevin De Bruyne. Encore une fois, top performance de sa part. Mon troisième top joueur côté Chelsea, ce sera Antonio Rudiger. Lui aussi, excellent match, solide défensivement. Le gars, on voit que défensivement, il panique pas en fait. Il a été le joueur à éviter côté Chelsea. La sérénité qu'il dégage, mais il est incroyable. Côté City, mes top joueurs, il n'y en aura pas beaucoup, mais je vais quand même saluer la performance de Kyle Walker. Sur son côté, franchement, il a beaucoup aidé Riyad Mahrez qui a été transparent tout au long du match. Mentalement, je pense que c'est le joueur qui lui n'a pas flanché. On sait tous que c'est pas un joueur technique, mais aujourd'hui, c'est qu'il a apporté sur le terrain comme volume de jeu sur son côté. Il a été fabuleux pour moi. Malheureusement, il ne sera pas récompensé d'un titre, mais il a fait une excellente campagne de Ligue des Champions. Et en finale, aujourd'hui aussi, il n'a pas été décevant. Deuxième top joueur côté City, je parlerai de Ruben Dias. Excellente saison lui aussi et très bonne finale. Malheureusement, sur ce but, je pense qu'il ne pouvait pas faire grand chose. Il fallait qu'il couvre Werner. C'est Stones qui le laisse un peu tomber sur l'action. Mais à part ça, de la tête, il a été bon. Et sur ses interventions, il a été fabuleux. C'était pas son meilleur match, mais il a été bon. Je pense qu'il fait partie des meilleurs joueurs de City aujourd'hui sur le terrain. Pour les flops de ce match côté City, bon, on va commencer par Sterling. Encore une fois décevant. Ses choix n'ont pas été bons. En premier mi-temps, il a fait de mauvais choix. Pourtant, il a eu des opportunités car pas mal de fois, il a eu des situations de compte qu'il a menées. Mais à chaque fois, il ratait soit la dernière passe, soit le dernier geste. Voilà, c'était compliqué. Sans compter le fait qu'en 1 contre 1, il a été horrible. Je pense qu'il n'a même pas passé une seule fois Reece James. Et c'est vraiment décevant pour un joueur de ce calibre. Sa titularisation a été compris dans un sens, mais par contre, sur le terrain, il n'a pas répondu présent. Mon deuxième joueur flop, bien sûr, c'est Riyad Mahrez. Riyad, aujourd'hui, il ne s'est pas beaucoup montré. Je ne le trouvais pas trop engagé comme il l'était contre Paris. À part en fin de match où il a eu une occasion qui effleure la barre transversale. Franchement, il a été en dessous. Il a fait quelques différences, mais lui aussi, comme Sterling, même si lui, il réussissait quand même à passer en 1 contre 1, mais ses centres n'ont pas été bons et il n'a pas trop tenté sa chance sur certaines actions. Mon troisième flop, c'est Bernardo Silva. Lui aussi, il a été invisible tout au long du match. En milieu de terrain, il n'a pas pesé. C'est lui qui devait aider Kevin De Bruyne dans la construction du jeu, mais lui aussi, il a été assez décevant et franchement, c'était pas intéressant de le regarder aujourd'hui. Côté Chelsea, il y a eu peu de joueurs qui m'ont déçu, mis à part bien sûr Timo Werner encore une fois. J'espère que l'année prochaine, il sera meilleur car cette saison, il a été super catastrophique et il a intérêt à évoluer car s'il continue comme ça, je pense qu'il va perdre sa place à Chelsea et ça, ce serait une très mauvaise chose si ça lui arrive. Maintenant, il va vraiment falloir qu'il s'améliore mentalement et j'espère que l'Euro l'aidera à passer ce cap car actuellement, il n'est vraiment pas en confiance. C'est pas le Timo Werner qu'on a connu. Bon, Chelsea remporte la Ligue des Champions, mérité comme je dis encore une fois. Ça a été une très grande campagne européenne de leur part. Ils ont surpris tout le monde et on les félicite. On espère que l'année prochaine aussi, ils seront à la hauteur, qu'ils ne vont pas nous faire un remake de 2013 et sortir un match de poule. Côté City, c'est dommage, c'était l'occasion ou jamais de remporter cette Ligue des Champions. Mais voilà, on va continuer à bosser, on va continuer à travailler. City, quand même, c'est une équipe que je porte dans mon cœur. Même si je pense qu'actuellement, je suis plus madrilène qu'autre chose. Mais City, c'est une équipe que j'ai commencé à suivre depuis l'arrivée de Robinho. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était en 2008. Il y a même eu des défaites de City contre le Real Madrid qui m'ont fait très mal. Je me rappelle de celui de 2013 avec le but de Ronaldo en fin de match ou encore l'élimination de City en demi-finale en 2016. Mais voilà, je ne vais pas aussi nier le fait que l'élimination de Real par City en 2020 aussi m'a fait mal. Mais voilà, c'est le foot. City, c'est dommage, c'était quand même une très grande saison. Moi, quand même, je pense que c'était une défaite très prévisible au vu de la prestation des deux équipes en demi-finale de Ligue des Champions. Car si on voit bien, le match aller de City contre Paris, c'était pas assez fameux. Ils s'en sortent, mais un peu par la chance. Ce centre de De Bruyne peut-être n'aurait dû jamais rentrer. S'il n'y avait pas eu ce but, peut-être que Paris serait en finale. Et côté Chelsea, je voyais beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de sûreté et beaucoup plus d'assurance dans le dispositif tactique. Ce que Chelsea a sorti contre le Real, après le match, automatiquement, je me suis dit que Chelsea pouvait très bien battre cette équipe de City et facilement même. Félicitations encore une fois aux Blues. C'était tout pour aujourd'hui. La saison est terminée. Côté Real Madrid, je pense qu'on fera très bientôt des vidéos pour parler de la saison
globale des joueurs et du coach. Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid. Actuellement, on ne sait pas encore qui va le remplacer. Il y a eu l'arrivée de David Alaba qui a été officialisé depuis hier. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on devait parler d'ici le début de l'Euro. Je ferai le tout pour m'arranger côté timing pour pouvoir faire des vidéos pour parler de la saison côté Real par secteur, en commençant par la défense, bien sûr, avec le gardien inclus, le milieu de terrain, puis l'attaque. On va aussi parler de Zinedine Zidane et ce qu'il a accompli lors de cette saison. Bon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.